1942, il y avait une association forestière québécoise, puis les gens de l'Association forestière québécoise se sont dit « On ne peut pas tout faire à partir de Québec. On a besoin de bras régionaux. » Et ils ont fondé des cercles. Un des premiers cercles qui s'est fondé, c'est celui de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1942. Et en lisant qu'est-ce qu'il y avait comme formulation au niveau de la mission, vous pouvez voir que c'est à peu près la même chose qu'on dit aujourd'hui, mais dans les mots de 1942, on disait la mission « Informer la population à l'importance de la protection et de l'utilisation de nos ressources forestières afin qu'elles soient exploitées le plus rationnellement possible, avoir une meilleure distribution des notions sylvicoles chez les cultivateurs et les colons. » On ne dit plus ça colons aujourd'hui, on n'a pas le droit, là, ça fait partie du politique correct, là. Mais à l'époque, c'était les termes employés. Dans les années 1950, c'était un cercle, il y avait à peu près une quarantaine de personnes au sein du conseil d'administration. Au début des années 50, c'est pas facile de partir une organisation. Le cercle a des difficultés financières, ça fait qu'il y a un gros montant de 2500 $ qui lui est accordé par l'Association forestière québécoise pour faire ses activités. En 1952, les activités de l'association régionale sont débordantes. En même temps, le cercle devient une association et se réorganise. C'est qu'en devenant une association, c'est différent ce qui se passe au niveau du conseil d'administration. Pour les plus vieux d'entre vous, la prochaine diapositive va vous rappeler des choses. Les années 60. Les 4H, c'était le mouvement jeunesse des associations forestières. C'est le temps fort du mouvement 4H. Moi, je me rappelle, je viens de la baie, dans ma municipalité. On avait des clubs 4H. Il y en avait un petit peu partout dans la région. C'est vraiment son temps fort. Le camp du Lac-Brochet, qui appartenait alors au gouvernement du Québec, on organise des camps régionaux et provinciaux au Lac-Brochet qui étaient à Falardeau. Il y avait dans Ville de Saguenay maintenant, mais c'était Chicoutimi et Rivière-du-Moulin, il y avait des opérations CP, on appelle ça des opérations conservation-protection. Il y avait des parades, comme la parade de la Saint-Jean-Baptiste ou la parade du Père Noël, mais c'était des parades pour la forêt, qui allaient dans les rues de Chicoutimi au centre-ville. Et lors d'une de ces activités-là, vous voyez la fée qui est là. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vue, cette fée-là? Si vous passez par Chicoutimi, il y a un coin qu'on peut passer souvent. C'est à l'angle de la rue Racine et du boulevard Saguenay. Il y a la fée des Bois qui est là, qui a été donnée par l'Association forestière à l'époque c'était à Rivière-du-Moulin, à la municipalité de Rivière-du-Moulin. Puis, si on voit dans les archives, là, à ce moment-là, le curé de Rivière-du-Moulin était scandalisé parce qu'elle était tout nue quasiment. Mais elle est en aluminium en passant. C'est la fée des Bois en aluminium. Ça fait que c'est tout un imaginaire régional. Les années 70, il y avait des rallyes forêts qui étaient organisés dans 3 secteurs de la région, au Lac-Brochet, à Héberville et à Roberval, où est-ce qu'il y avait des sensibilisations d'environ 1000 à 5000 jeunes par année qui se rendaient dans ces endroits-là, qui avaient des journées éducatives. En 1979, c'est l'incorporation de l'association. Ça a pris du temps, mais elle est devenue incorporée avec ses lettres patentes en 1979. Les années 80. Là, on voit les changements commencer à arriver. Dans les années 80, le ministère de l'Énergie et des Ressources, alors, avait des centres éducatifs forestiers un petit peu partout au Québec. Il n'y en avait pas dans la région. Et il a pris l'Association forestière comme organisme collaborateur. C'est là que l'association a pris ses ailes, où est-ce qu'on a pu avoir des gens pour travailler sur l'éducation forestière en région. En 1985, on fait l'acquisition des installations du Lac-Brochet. Ce que vous voyez sur la photo, là, c'est les installations du Lac-Brochet. Et en 1987, le conseil d'administration se dote d'un poste permanent de directeur général. Il n'y avait aucun poste permanent avant l'association, c'était tous des employés saisonniers, 10 semaines, 20 semaines et tout ça. Mais en 1987, on décide de se doter d'un poste permanent à la direction générale. Entre 87 et 90, il y a des gens qui sont de l'association de l'époque. L'association essaye beaucoup de choses et il y a des choses qui ont perduré dans le temps. Comme à l'époque, on a commencé à travailler avec le ministère sur la semaine régionale du mois de l'arbre et des forêts, qui fait partie maintenant c'est le mois de l'arbre.
Puis, dans la région, ça fait partie de la culture. On le sait, il y a le mois de l'arbre et des forêts, toutes les municipalités participent, il y a 150 activités. Mais c'est à partir d'une collaboration entre les gens du ministère et l'association dans les années 87-90, même si la semaine existait avant. On a voulu y donner une ampleur régionale, puis on a voulu que les municipalités participent. Il y a eu aussi, on avait le 150e de la région à ce moment-là, il y a eu création des parcs du 150e. Malheureusement, il en reste un peu. Hein. Ce n'est pas tout qui est durable dans la vie, mais les parcs, c'était un essai. On faisait aussi à l'époque un salon de l'arbre et des forêts qui a été fait soit dans la zone portuaire et aussi à la feu salle Gaston Tremblay de Place du Royaume. On a commencé nos activités de sensibilisation auprès du grand public. On avait instauré aussi un concours de foresterie urbaine à l'époque. Et on s'est doté de notre propre logo. Ça, c'est le logo de l'association. Okay? C'était un concours avec les jeunes en ATM du cégep de Jonquière pour trouver notre logo. Puis si vous ne savez pas ce que ça veut dire, là, ça ici, là, c'est des arbres, OK? Mes doigts, c'est les arbres qui croient. Au centre, vous avez le lac. Et la petite queue là, dans le logo, c'est le Saguenay. C'est tous nous autres unis autour de la forêt pour la faire grandir. Les années 90, c'est vers la régionalisation. L'Association forestière québécoise, dans les années 90, je ne sais pas si vous vous rappelez là, c'était des années sombres au niveau budgétaire, au niveau du gouvernement du Québec. OK, il y a moins d'argent un petit peu partout. Il y a la fermeture de l'Association forestière québécoise. Ça fait que les associations, on est chacun chez soi. Ça fait que nous, à l'Association forestière, ce qu'on a fait, on a commencé à demander avec les industriels un financement au mètre cube. OK, selon les bois alloués au contrat d'aménagement à l'époque. On a fait beaucoup d'activités d'autofinancement. On a fait des congrès plus gros, d'envergure, avec 40 et 60 exposants. On a commencé la vente de chandails durant la Semaine de l'arbre et des forêts. Aussi, on a commencé aussi à avoir un financement du milieu par le programme de mise en valeur du milieu forestier. Et là, le financement régional a commencé à ce moment-là. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le rapport des activités, c'est un peu dû à ça, le fait qu'on s'est rapproché beaucoup de notre milieu régional à ce moment-là. Les années 2000, tout le monde se rappelle, la commission Coulombe, on n'a pas, tout le monde voit l'image. Il y avait, c'est pour vous rappeler que dans le rapport de la commission Coulombe, où que la région et l'association aussi avaient déposé des mémoires, on avait dit que l'éducation, l'information et la vulgarisation contribuent activement à l'instauration d'une véritable culture forestière au sein de la population, des jeunes en particulier. Okay, c'est une des multiples recommandations de la commission Coulombe. Suite à ça, il y a eu un moins 20 au niveau des allocations et il y a eu un programme qui est arrivé à la conférence régionale des élus qui avait 3 volets, dont un volet sur l'éducation et l'information. Et à ce moment-là, on a monté un plan d'action sur 3 ans. Okay? Ce plan d'action-là, je ne vous lirai pas tout. Okay, si vous voulez savoir, il est sur le site web de l'association. Ce plan d'action-là visait à faire pendant 3 ans de la durabilité puis des actions au niveau de l'éducation. Okay? Il y avait la chose là-dedans, c'est de ramener de la fierté au sein de la population au niveau de la gestion forestière. On avait des interventions au niveau du milieu scolaire, primaire, secondaire. On avait un nouveau concept, les écoles forêt-bois, et on voulait travailler avec le grand public. Ça, c'était 3 ans de projet qui nous ont permis d'élaborer le plan d'action et de le mettre en œuvre. À la fin du plan d'action, c'était les audiences de la loi sur l'aménagement du territoire. Et là, on a présenté aux audiences en leur disant qu'est-ce qu'on avait fait dans notre région, puis qu'est-ce que ça avait donné. Okay? Cette action-là, pendant 3 ans, auprès des gens, des jeunes, puis comment on pénétrait, puis les témoignages des gens autour. Et on avait fait 2 demandes au niveau du projet de loi. C'était que l'on place, Monsieur le Président, vous le montrez tout à l'heure, là, la culture maintenant est au cœur du projet de loi. La culture forestière puis l'éducation maintenant est au cœur du projet de loi. Quand on arrive avec un nouveau ministre de Forêt, Faune et Parcs au Québec, puis nous demande pourquoi moi je m'occupe de l'éducation forestière, on peut lui rappeler qu'au début du projet de loi, il y a la culture. Puis ça, pourquoi c'est là? C'est grâce en grande partie aux efforts de la région, au fait qu'on a été capable pendant 3 ans de faire un plan d'action, puis d'arriver avec des résultats concrets, puis de convaincre la ministre de l'époque, puis les élus en commission parlementaire que c'était important que ça soit dans le projet de loi, puis qu'il y ait un continuum là-dessus. C'est-à-dire ça, c'est grâce à notre région. Et on avait une deuxième demande, là-dedans, c'était une entente spécifique. C'est
Et on a eu une entente spécifique de 2011 et 2015 là, avec le gouvernement du Québec. Et vous voyez, là, je ne vous énumérerai pas tous les logos qui sont là, qui nous ont permis de poursuivre notre plan d'action. Aujourd'hui, on continue. OK? On se bat. Et ce que j'aimerais voir, puis je ne le verrai pas, là, ce que va avoir de l'air l'association de 75 ans, mais la recette, là, c'est vous autres, le milieu. OK? C'est les gens de l'industrie, c'est les 200 personnes et quelques qui sont ici aujourd'hui, qui viennent toujours au congrès, les gens qui y croient, les gens qui ont une mission. Un gros merci aux bénévoles du CA, parce que si on est rendu là, ils font partie de cette magie-là. Merci. C'est quelqu'un que la région connaît quand même très bien. On parle de M. André Tremblay. André, qui est un diplômé en droit de l'Université Laval en 1978, qui a pratiqué le droit pendant 25 ans à titre d'avocat spécialisé en droit du travail et en droit administratif. Mais André vient d'une famille forestière, en transformation, entre autres. Et en 2004, il accède à la direction de produits forestiers Saguenay, une entreprise qui a regroupé jusqu'à 4 scieries dans sa région natale du Saguenay. Il a fait ça jusqu'en 2010, et puis en 2011, il a accepté un nouveau défi jusqu'en tout récemment, septembre 2017. Il a occupé le poste de président-directeur général et porte-parole du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Son mandat consistait notamment, et je trouve ça très important de le souligner, à mettre en valeur la contribution de l'industrie forestière au développement économique du Québec et à démontrer, par ses pratiques responsables, qu'elle est au cœur de l'aménagement durable des forêts. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler d'une forêt de possibilités. Avant même les 4 chantiers du Forum Innovation, vous vous souvenez qu'il y a eu un grand exercice il y a 1 an et demi qui s'est appelé Forum Innovation, qui a regroupé 4 chantiers qui ont réfléchi sur l'avenir du secteur forestier. Ça a donné une grande réunion à Rivière-du-Loup au mois d'octobre 2016. Et ce qui est sorti de là, octobre 2015, pardon. Ce qui est sorti de là essentiellement, c'est qu'il y avait une recommandation que chacun des chantiers a faite. Il était important qu'on se penche sur la façon dont on pouvait faire la promotion du secteur, de mieux dire ce qu'on fait, de mieux dire ce qu'on est, et de mieux faire comprendre à la population en général quel est le rôle qu'on joue. Donc, ça a été une grande recommandation qui a fait l'objet d'une des 40 qui est sortie de là, mais sur laquelle il y a eu beaucoup d'emphase. Le gouvernement du Québec a accepté de participer à l'exercice pour 3 ans à hauteur de 2,7 millions. L'industrie va mettre à peu près 500 à 600 000 $ par année dans l'exercice. Donc, c'est donc une campagne qui a un certain levier, un certain pouvoir, mais on va le voir tout à l'heure, qui doit compter, si on veut que ça rayonne, si on veut que ça marche, qui doit compter, comme disait Diane tout à l'heure, sur le support de l'ensemble des intervenants du secteur forestier. Pourquoi c'est important une campagne semblable? Si on regarde un peu on a fait faire un sondage avant de la partir. Et les constats du sondage sont assez éloquents. 55 % des gens estiment que le Québec connaît un problème de déforestation. Donc, c'est assez particulier, alors qu'au Québec, il n'y a pas de déforestation, de voir plus qu'une personne sur 2 pense qu'on est en train de déforester notre territoire forestier. 40 % pensent que les entreprises forestières sont respectueuses de l'environnement. Ça, c'est bon, 40 % mais ça veut dire qu'il y a 60 % qui pensent le contraire ou qui n'ont pas d'avis là-dessus. Ça, c'est énorme. Vous voyez un peu le travail qu'on a à faire. 44 % ont une opinion favorable de l'industrie forestière en matière de développement durable. Ça, on va en parler tout à l'heure. Encore là, s'il y a 44 % qui pensent qu'on a des pratiques forestières qui respectent le développement durable, il y en a 60 % qui pensent le contraire. Vous voyez comment on a de travail à faire auprès de l'opinion publique. À partir de ces constats-là, on s'est dit, les défis, on a essayé de cibler les défis qu'on avait de façon plus précise. Le premier grand défi, c'est de bien dire ce qu'on est, bien dire ce qu'on fait. Parce que quand on aura dit ça, je pense que l'opinion publique va changer. Mais de façon plus spécifique, l'importance socio-économique, les 15 000 emplois, on va avoir 15 000 emplois remplacés d'ici 5 ans. La démographie fait en sorte que tous les secteurs manufacturiers sont confrontés à un défi important, mais particulièrement le secteur forestier, compte tenu de ce qu'on a vécu dans les dernières années, de l'image qui était plus ou moins intéressante. Démontrer qu'on est un secteur innovant, d'avenir, qu'on n'est pas un secteur du passé, que les jeunes qui veulent s'y intéresser pourront trouver des carrières intéressantes, pourront trouver des carrières stimulantes, pourront trouver des carrières où ils vont changer les choses. Démontrer, évidemment, que la gestion forestière assure le développement durable
et que le secteur forestier est un acteur de l'économie verte en utilisant le bois comme une solution environnementale incontournable. Et là, j'ai mis le toit 30%. Ça, c'est la voie de l'avenir. L'angle, on en discutait hier soir, on avait un souper avec les conférenciers, et on peut regarder ce qu'on a fait dans le passé. Mais regardons vers où on s'en va en termes d'avenir. Et en termes d'avenir, l'angle, à mon avis, qui est la plus prometteuse et à côté duquel on ne pourra pas passer, c'est le matériau bois. Nos pratiques d'aménagement durable sont des incontournables dans la lutte au changement climatique. Le secteur forestier, toute activité confondue, de la récolte du bois à la production de papier journal, à la production de papier de pâte, à la production de bois d'œuvre, toute activité confondue jusqu'à la livraison de nos produits, émet 3 des gaz à effet de serre au Québec. 3 de l'ensemble des émissions, qui sont de l'ordre d'à peu près 80 millions, 86 millions de tonnes. On émet 3 à peu près 2,3 millions de tonnes. Et on a un plan. On a travaillé, puis on travaille fort là-dessus. On a sous l'égide de M. Robert Beauregard de l'Université Laval. On a un plan qui nous permettrait de réduire de près de 8 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, 30 de la cible de réduction qui est de l'ordre de 24 millions dans un horizon 2030, 30 de la cible de réduction pourrait venir du secteur forestier. Imaginez-vous le potentiel extraordinaire que le matériau bois recèle dans un enjeu qui est un enjeu planétaire. Et ça, il faut que les gens le comprennent, il faut que les gens s'approprient la façon dont ça peut s'articuler et la façon dont on pourra y arriver. On ne pourra pas passer à côté du matériau bois. Mais là, il faut développer des filières, investir, etc. Le Québec a décidé d'électrifier les transports, mais on ne pourra pas passer. C'est une piste très intéressante, très porteuse, mais l'autre piste porteuse, c'est l'utilisation du bois. Et ça, c'est un message, je pense, que notre campagne doit véhiculer de façon très forte. Donc, 3 piliers dans notre campagne. Le premier, l'image, bâtir une image forte du secteur forestier, changer la perception face au secteur, comme je viens d'en parler, susciter l'intérêt envers les métiers du secteur forestier, et tout ça sur une période de 3 ans. Mais ce qui est particulier dans notre campagne, on a dit, il ne faut pas que ce soit la campagne de l'industrie. Il faut que ce soit la campagne, même pas du secteur forestier. Il faut que ce soit la campagne de tous ceux qui ont un intérêt de près ou de loin dans les activités qui découlent du secteur forestier. Ce qui fait qu'on a créé une coalition, vous avez les logos ici, il y a 50 partenaires qui vont des organisations syndicales, des organisations municipales, des organisations d'affaires, chez les chambres de commerce, le Conseil du patronat du Québec, des organisations environnementales. Tous ces gens-là qui ont un intérêt économique, bien sûr, mais un intérêt beaucoup plus loin qu'économique, un intérêt à s'assurer que la forêt va continuer à jouer son rôle au Québec, autant au niveau environnemental qu'au niveau économique. Donc, tous ces gens-là se sont associés. Et bien sûr, Diane en parlait tout à l'heure, les associations forestières de chacune des régions sont importantes. On a mis en place, elles existent, ces associations-là. Il n'y a pas de canal de communication plus important que ces associations-là pour bien dire ce qu'on est, bien dire ce qu'on fait. Et elles doivent être utilisées. On a l'intention de travailler très étroitement avec eux autres pour diffuser la campagne. Mais les associations sont importantes. Mais l'ensemble des partenaires, vous voyez une photo au moment du lancement avec M. Couillard au mois de mai 2017, l'ensemble des partenaires doivent jouer un rôle. Il doit y avoir un engagement, il doit y avoir une prise en charge de cette campagne-là par tout le monde pour s'assurer qu'elle lève, s'assurer qu'il va y avoir une diffusion. Vous avez vu au cours du mois d'octobre, probablement à la télévision, on a fait une campagne télévisuelle. Mais ces campagnes-là, télévisuelles, ça dure un temps, ça pose des questions, ça soulève des interrogations, mais c'est éphémère. Si ce n'est pas ancré dans le quotidien des gens, dans le quotidien des activités, ça va aller nulle part. À cette fin-là, au CIFQ, on a évidemment Laurence, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a travaillé très activement
à la mise en place de la campagne. Et je dois vous dire qu'on a tout récemment engagé une nouvelle personne, Mme Raphaël Savard, je crois, qui est ici dans la salle, qui va s'occuper essentiellement de supporter les activités des membres du CIFQ et des partenaires, tous les gens qui sont associés à la campagne, pour s'assurer qu'il y a un déploiement le plus large possible. Donc, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, Mme Savard va faire le tour des régions, le tour des membres, pour que cette campagne-là soit prise en charge par tout le monde. C'est donc un exercice important. C'est donc un exercice, je pense, qui devrait permettre au secteur forestier de se positionner encore davantage comme étant un incontournable. Et c'est un exercice à lequel on croit beaucoup. Laurent, je ne sais pas si on est en mesure de... On avait quelques petites vidéos à vous présenter. Là où certains ne voient que des arbres, nous voyons plutôt une forêt de possibilités. Dans cette forêt où l'innovation côtoie la tradition, où l'environnement façonne notre vision de demain, se trouvent des ressources durables qui foisonnent, ainsi que des hommes et des femmes qui font pousser l'avenir. Le secteur forestier du Québec lance une première campagne de communication. Un déploiement sur 3 ans, en débutant par une campagne publicitaire évolutive et rassembleuse, tout en ayant une approche proactive et positive. Cet automne, la phase 2 de la campagne est lancée. Une campagne multiplateforme. Avec une présence active sur plusieurs points de contact simultanément, elle crée un mouvement en faveur du secteur forestier. Un déploiement à la télévision et sur le web de 2 messages où la forêt s'invite dans le quotidien des gens. La campagne sera également supportée par une destination web centrée sur l'éducation. Une conversation où on invite la population à poser leurs questions, avec une section dédiée aux partenaires du secteur forestier du Québec, une présence sur les médias sociaux et des capsules vidéo Vox Pop qui ont été créées pour prendre le pouls de la population à propos de la forêt du Québec. Joignez le mouvement dès aujourd'hui et offrons à tout le Québec une forêt de possibilités. Et que c'est beau ici, c'est tellement chaleureux le bois. Ouais, mais couper une forêt pour faire un resto, c'est un drôle de choix. Excusez. C'est vrai qu'il faut récolter des arbres, mais aujourd'hui, c'est fait de façon éco-responsable. Tout est planifié bien avant la récolte jusqu'au reboisement. Ce qui fait qu'au Québec, il n'y en a pas de déforestation. Donc le bois, c'est un très bon choix. Ta chemise, ça, c'est un drôle de choix. Choisir le bois, c'est opter pour une ressource durable, renouvelable et écologique. Hey, c'est fou le bois qu'on utilise pour construire une maison, hein? Ouais, on a dû en couper les arbres, hein? Excusez. C'est vrai que pour construire des maisons, ça prend des arbres. Mais saviez-vous que le bois qu'on récolte emprisonne des tonnes de gaz à effet de serre, et ça, c'est bon pour l'environnement. Puis les arbres qui repoussent emmagasinent à leur tour le carbone, et le cycle recommence. Ben oui, les arbres, ça repousse. C'est pas comme tes cheveux, ça, mon chéri. Choisir le bois, c'est contribuer à la lutte au changement climatique. Il vous appartient, messieurs, dames, de vous approprier la campagne. C'est votre campagne. J'espère que vous allez la supporter et vous engager pleinement à diffuser le message que le secteur forestier est un secteur d'avenir. Merci. Est-ce que vous pourriez nous préciser les 30 de contribution qui pourrait être faite par la forêt dans la réduction des gaz à effet de serre et des changements climatiques? Parce que beaucoup de gens ne sont pas capables de saisir, c'est le commun. Il y a 3 grands axes. Le premier, c'est l'intensification des activités sylvicoles. Au Québec, il y a des milliers d'hectares improductifs, ce qu'on appelle, entre autres, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le nord, on connaît les landes forestières. Il y a plusieurs centaines de milliers d'hectares qui sont non plantés, qui sont improductifs. Donc, demain matin, si on se mettait à planter les secteurs improductifs, évidemment, on sait que l'arbre qui pousse capte le carbone, hein, c'est le CO2, il garde le C, puis l'oxygène est retourné dans l'air. La photosynthèse qu'on apprend à l'école, que Diane enseigne dans ses cours. Deuxième point, bien sûr, la captation. La captation par l'utilisation du bois dans la construction, l'augmentation parce qu'à partir du moment où tu séquestres le carbone, bien, ça crée un puits de carbone, puis tu le conserves pour plusieurs années. Donc, tu réduis
le rythme d'émission. Donc, c'est les deux, ça fait partie des deux grands volets, là. Et quand M. Beauregard explique ça, il parle, la figure qu'il donne, c'est le bain. Évidemment, la façon de se garder l'eau dans le bain, tu peux boucher le bain, mais aussi, il faut que tu mettes de l'eau dedans si tu veux monter le niveau. Fait que, il faut travailler à la fois sur la séquestration puis l'augmentation de la capacité de captation. C'est par rapport au sondage que vous avez effectué. Évidemment, le résultat concernant la question de la déforestation est vraiment, là, comme je pourrais dire, assommant. J'aimerais peut-être savoir quels groupes qui ont été sondés. Merci. Bon, écoutez, c'est un sondage sur la population du Québec. Il y avait 1000 quelques personnes réparties dans toutes les classes d'âge, toutes les régions. Donc, c'est vraiment... Et je dois vous dire que ces résultats-là, on a fait notre sondage de façon peu concomitante avec un sondage qui a été fait à l'échelle canadienne par l'Association canadienne des produits forestiers. Et les résultats sont assez similaires au niveau de la population canadienne et de la population du Québec. Même un peu moins avantageuse au Québec, mais ça dépend des aspects, là. Mais donc, c'est vraiment un sondage général là, de toute la population, mené par Léger là, en fonction d'une marge d'erreur de 0,2 %, en tout cas, selon les statistiques, là. Mais j'aimerais peut-être, juste si vous me permettez, revenir sur ce que M. Asselin a soulevé. Il a parlé du caribou forestier. Je ne sais pas si vous avez pris une nouvelle ce matin, ceux qui avaient de la route à faire. Il y a des organisations environnementales qui ont interpellé le gouvernement fédéral sur la nécessité de mettre en place son plan de protection du caribou. On sait qu'il y a une date charnière là, qui est au mois d'octobre où le fédéral doit reviser les plans caribou. Et ces gens-là, évidemment, à l'échelle planétaire, donne l'image qu'au Canada, on ne se préoccupe pas du caribou forestier, qu'on ne fait rien. M. Asselin siège sur une table, laquelle j'ai siégé jusqu'à tout récemment, qui s'appelle la table du caribou forestier au Québec, qui met autour de la table là, des intervenants, évidemment, politiques, du monde municipal, des intervenants de l'industrie, des intervenants du monde autochtone et des intervenants du monde environnemental. On a travaillé depuis 1 an et demi à mettre en place une solution, un plan de rétablissement particulier au Québec qui tient compte, évidemment, de nos particularités, qui tient compte de la façon dont le caribou, des us et coutumes du caribou forestier dans un espace vaste qui est le nord du Québec. Et c'est insultant de se faire dire par un organisme environnemental qui est à New York, là, qui n'a jamais vu jusqu'à quel point on peut se soucier de ce genre de cette préoccupation-là au Québec. C'est insultant de se faire dire qu'on ne fait rien et qu'on est en train de mettre en danger le caribou forestier. Alors que c'est tout le contraire. De bonne foi, tout le monde travaille et tente de trouver des solutions. Et ça, je pense que c'est un message, entre autres sur cet aspect-là, cet enjeu-là qui peut être très important en termes de conséquences pour les régions du Québec. C'est important qu'on véhicule ce message-là. C'est pas vrai qu'on ne fait rien. On a au Québec actuellement développé le plan le plus avancé au Canada et probablement le plan le plus avancé en termes de protection d'espèces en danger qui existe à travers la planète. Ça ne nous protège pas d'attaques de groupes environnementaux qui sont fondés sur des perceptions là, qui n'ont pas de fondement scientifique. C'est le message. Excusez-moi, je n'ai pas pu passer à côté de ça parce que ce matin encore, j'entendais ça, puis dans ce temps-là, les cheveux me frisent. Merci. On va accueillir un anthropologue. Monsieur Martin Hébert. Martin a reçu un doctorat en anthropologie de l'Université de Montréal en 2001. Il est professeur titulaire au département d'anthropologie de l'Université Laval. Mais il est aussi vice-président de la Société d'histoire forestière du Québec depuis 2011. Il a publié plusieurs chroniques abordant la question des imaginaires forestiers québécois dans la revue Histoire forestière du Québec et pour plusieurs d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà lu également dans Le Monde forestier. Le titre de la conférence de Martin est « Culture forestière et production de valeur ». Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est une réflexion, je vous dirais, sur cette fameuse notion de valeur, parce qu'elle a deux sens. Et en fait, en tant qu'anthropologue, souvent, quand on m'invite et on me demande de parler de valeur, les gens disent, bon, bien, encore quelque chose qui va flotter dans les airs, puis on va parler de sentiments abstraits par rapport à la nature, par rapport à la forêt, par rapport... on oublie, disons, les implications pragmatiques de ce terme-là. Et donc, dans
dans mon titre, j'ai voulu refléter cette ambiguïté-là autour du terme en mettant le « S » entre parenthèses, c'est-à-dire, je vais essayer de tenter de faire le pont entre nos valeurs, donc le concept de valeur, d'attachement, disons, de normes, de culture, etc., et la production de valeur. Essayer de montrer qu'il existe un lien concret, réel et extrêmement négligé encore, selon moi, au Québec, entre ces deux notions de la notion de valeur quand on parle de la forêt. Donc, avant de commencer, je vais peut-être vous glisser un mot sur la Société d'histoire forestière du Québec. C'est un organisme qui vise, comme je disais, à stimuler l'appréciation de la richesse et de la diversité des expériences historiques liées aux espaces forestiers québécois. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand la Société a été fondée, d'entrée de jeu, son fondateur, Patrick Blanchette, a dit « On ne veut pas une société d'histoire où les gens se réunissent pour manger des sandwichs pas de croûte. » Donc, essentiellement, bon, je ne veux pas offenser personne, mais les parties de généalogie, c'est une chose, et l'histoire forestière, c'en est une autre. Et dès le départ, dans la mission même, il y a eu cette idée, cette volonté de rendre l'histoire pertinente au débat actuel, pertinente à comprendre que la forêt au Québec, elle est vue, elle est expérimentée, elle est vécue par tout un ensemble d'acteurs, de gens qui ont des regards différents, qui ont des intérêts différents, qui ont des valeurs différentes, et que cette spécificité-là se comprend par un attachement historique. Mon travail, disons, de chercheur tourne beaucoup autour de ce qu'on appelle des ethnographies institutionnelles. Donc, c'est passer à travers différents sites de négociation, de rencontres, différentes institutions, et voir comment les gens aussi autour d'une table négocient leur rapport à la forêt et tout ça. Et en général, on peut dire le préjugé qu'on a est que cette diversité-là, elle est source de complications, elle est source de tensions ou de conflits ou quoi que ce soit. Alors que ce qu'on essaie de faire à la Société d'histoire forestière, c'est d'apporter un contre-discours en disant que cette diversité-là, que ces multiples rapports à l'histoire et à la forêt peuvent être en fait une source de richesse et une source de production de valeurs très concrètes. Donc, c'est ce que je vais essayer d'examiner en ce moment. Donc, si vous cherchez un peu plus de détails à propos de ce que je vais dire, une partie de ma présentation aujourd'hui va être inspirée d'un mémoire qui a été déposé justement par la Société d'histoire forestière dans les consultations, justement, ces fameux chantiers sur la forêt. Et on a voulu marquer, on pourrait dire, l'importance de l'histoire, de la culture forestière dans le monde, dans le domaine économique, en déposant justement un mémoire dans les consultation qui avait trait au volet économique de la stratégie d'aménagement durable des forêts. Vraiment pour amener cette idée que que la conscience historique, ce n'est pas seulement que du folklore ou du patrimoine ou des choses intéressantes qu'on aime bien savoir et qu'à côté de ça, il y aurait le vrai travail en forêt, il y aurait la vraie fonction de la forêt. Ce qu'on essaie de faire, c'est toujours d'arrimer les deux et de dire, en fait, un renforce l'autre. La conscience historique qu'on a de la forêt, la pratique et les imaginaires qu'on a de la forêt sont des manières de la mettre en valeur dans tous les sens du terme. C'est-à-dire de mieux l'apprécier, de mieux la connaître, mais aussi de mieux en tirer notre vie, une subsistance. Deux grands constats qui ressortent de ce document-là et qui vont être, je pense, tout à fait pertinents dans la suite de la conférence que je vous fais aujourd'hui. Donc, d'abord, l'histoire, ce n'est pas une toile de fond pour le secteur forestier québécois. Elle est, en fait, son laboratoire le plus précieux. C'est-à-dire que l'histoire est pleine de leçons. Et ce qui est surprenant quand vous vous penchez sur l'histoire forestière québécoise, en fait, sur l'historiographie forestière québécoise, c'est à quel point le savoir qu'on a, surtout l'histoire productive, disons, du secteur forestier au Québec, est peu systématisée. Je suis sûr, ici, aujourd'hui, dans la salle, tout le monde a
énormément d'expérience et de connaissances que vous pourriez raconter pendant des heures si on s'assoyait autour d'une table avec une enregistreuse et que ça passerait. Mais la réalité, c'est qu'en fait, une grande partie de ces expériences-là se perdent avec le temps. L'expérience des entrepreneurs, l'expérience même des ingénieurs forestiers qui laissent des textes scientifiques, mais peu de témoignages sur leurs pratiques concrètes. L'expérience de gestionnaires de la forêt, de fonctionnaires. Donc, il y a énormément d'acteurs qui vont traverser l'histoire, apprendre des fois à la dure certaines leçons, disons, en lien avec la gestion et la mise en valeur de nos forêts, et après ça, prendre leur retraite et ne plus être consultés essentiellement. Donc, ici, il y a tout un chantier, on pourrait dire, d'apprentissage qui est laissé inexploité. Et cette histoire-là, c'est en effet le patrimoine, mais c'est aussi, comme je dis, l'histoire productive qui pourrait, et bon, c'est à ça qu'on travaille graduellement, à la fois nous apprendre des leçons du passé pour ne pas se condamner à les répéter systématiquement, et je peux vous assurer qu'on en répète certainement, mais aussi se rappeler des bons coups qui ont été faits. Ce bassin de connaissances-là historique, consigné, systématisé, peut servir de ressource absolument importante pour traverser des périodes difficiles. Donc, c'est ce que j'aimerais vous proposer ici aujourd'hui, c'est que cette connaissance historique et de se pencher sur l'histoire, c'est une source de résilience pour tout le secteur forestier. Apprendre que, bon, quand les temps sont plus difficiles, bien, il y a des stratégies qui ont été développées à certaines époques. Quand les temps vont bien, bien, il y a des stratégies qui ont été aussi déployées, des stratégies d'innovation, de diversification, de réinvestissement dans d'autres domaines. Donc, essentiellement, cette histoire productive reste à faire en grande partie, mais peut être une ressource absolument importante. Le deuxième élément, et ça, je vais m'attarder un peu plus là-dessus, c'est que, comme j'écris ici, la société n'est pas le contexte de la production de valeur. Elle est sa condition de possibilité même. Et ici, je fais référence à une conception, on pourrait dire, extrêmement répandue, encore aujourd'hui, qui est même au cœur de la notion, ou en tout cas de la définition du développement durable, où il existerait un certain dialogue ou une certaine articulation, on pourrait dire, entre l'économique et le social. Si je vous propose les schémas, bon, il y a 1000 versions de ça, mais qui reviennent toujours à peu près à la même chose. Si vous avez entendu parler du développement durable, vous avez pris ça. J'en ai pris un qui est amusant avec un petit verre dessus, là, mais il y en existe plein. Donc, dans la vision, on pourrait dire, dominante du développement durable ou actuelle du développement durable, vous voyez que, bon, je ne parlerai pas de la dimension écologique, je suis ici pour parler de sciences sociales, disons. Donc, je vais me concentrer sur l'arrimage entre le social et l'économique. Et vous voyez que dans le schéma classique, bien, premièrement, pour quelqu'un en sciences sociales, c'est une aberration totale que de penser qu'il existe une distinction entre le social et l'économique. L'économie est profondément sociale, est profondément ancrée dans nos institutions, dans nos représentations, dans notre imaginaire. Qu'est-ce qui produit de la valeur? Qu'est-ce que c'est, etc. Tout ça appartient certainement à un domaine éminemment social. Or, dans le développement durable, on a institutionnalisé l'idée que l'arrimage principal, comme vous le voyez ici, entre l'économique et le social, c'est l'équité, c'est-à-dire la justice redistributive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si vous pouvez imaginer une flèche sur ce diagramme-là, bien, en fait, la flèche irait essentiellement de l'économique vers le social. Le social a des besoins. La société a des inégalités, la société a des nécessités, des intérêts, etc. Et c'est la fonction du développement économique que de pourvoir de manière équitable ou de contribuer au développement équitable de ces secteurs de la société-là. Donc, en d'autres mots, dans cette vision du développement durable,
le social est essentiellement une ponction sur l'économique. C'est un coût d'opération supplémentaire. Donc, les salaires qui sont versés, la redistribution, les redevances qui sont payées, l'investissement dans la communauté, tout ça est vu comme une espèce de flot de valeur qui part du secteur économique et qui s'en va vers le secteur social. Ça fait partie de l'équation, certainement, et bon, ceux qui opèrent ici des entreprises le savent, mais c'est une vision extrêmement réductrice de l'articulation entre la société et l'économie, comme je viens de dire. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder un peu plus les flèches qui vont dans l'autre sens. La manière dont les ressources, les valeurs, les imaginaires, les connaissances, le capital social, on pourrait dire, dans une société, vient nourrir le développement économique, vient nourrir la production de valeur comme telle. Donc, essentiellement, la distinction entre les deux sens du mot « valeur » s'inscrit dans ce diagramme-là à peu près de la façon suivante, c'est-à-dire que d'un côté, il y aurait nos valeurs, donc l'attachement émotionnel. Maude a bien décrit comment il y a eu un travail pour stimuler cet attachement culturel à la forêt au Québec, entre autres. Donc, nos valeurs. Et de l'autre côté, il y aurait la production de la valeur. Et entre les deux, il existerait une sorte de cloisonnement. Donc, pour illustrer, en fait, comment on a imprégné ces deux notions de valeur-là tout à fait différentes et on les a volontairement cloisonnées, je vous dirais, dans le secteur forestier. Je vais prendre un exemple qui m'est très proche et très cher, mais qui pourrait être généralisé à des centaines et des centaines d'entreprises au Québec. Donc, essentiellement, je vais m'attarder quelques minutes, justement, à cette notion de valeur, mais comprise à travers une entreprise particulière. Ce n'est pas un pitch de vente. L'entreprise n'existe plus, et c'est pour cette raison que je l'ai retenue en particulier. Et aussi, bien, c'était l'entreprise de mon grand-père. Donc, ça a été l'entreprise familiale située dans les cantons de l'Est pendant 35 ans. Une entreprise qui, objectivement, selon tout un ensemble de critères dont je vais parler, peut être vu comme avoir été ancré dans plein de valeurs dont on parle ici, extrêmement positives, mais qui est opéré, je vous dirais, avec une notion particulière de ce qu'est la valeur, qui est venue mettre une sorte de mur de Berlin entre, justement, les réalisations concrètes de l'entreprise et disons, son succès ou ses échecs financiers et commerciaux. Donc, essentiellement, on parle du meuble rustique, une entreprise manufacture de meubles qui a existé de 1953 à 1986 à peu près, qui essentiellement, bon, était une toute petite manufacture qui faisait vivre, qui avait peut-être une dizaine d'employés. Vous voyez, bon, un peu la production de meubles assez, bon, de cèdre assez, de base, notamment pour meubler des chalets, des restaurants, etc., qui, essentiellement, est une entreprise qui se voulait sans prétention. Et c'est ici que je veux, en fait, peut-être amener l'analyse, c'est-à-dire que quand on parlait au propriétaire de cette entreprise-là, mon grand-père, il se présentait comme quelqu'un d'extrêmement pragmatique, comme quelqu'un d'extrêmement, qui n'aimait pas le fluff-là, qui n'aimait pas les complications, qui n'aimait pas les meubles avec un surcroît de design, qui n'aimait pas la mode, qui aimait... Bon, il y a bien des choses qu'il n'aimait pas, mais ce qu'il aimait, c'était construire des meubles. Il était un amoureux du bois, il était un amoureux aussi de son rapport avec ses clients, mais qui gérait son produit, si on veut, essentiellement comme une marchandise. Quand on lui parlait, il se voyait, disons, dans son imaginaire, comme en compétition avec les Chinois. Je veux dire, il revenait tout le temps avec les Chinois qui vendaient, selon lui, leurs meubles en tapisserie et en colle. Donc, il opposait son propre produit, mais, je vous dirais, d'un point de vue personnel. Donc, essentiellement, ce que ça a donné, donc, juste pour revenir à cette espèce de distinction que je faisais entre nos valeurs et la valeur, dans un certain imaginaire
pragmatique, entrepreneur, qui est un peu l'envers de la pièce, dans bien des cas, des imaginaires lettrés, romantiques. C'est-à-dire qu'au Québec, effectivement, il y a eu une prise de conscience importante à l'échelle des intellectuels, il faut le dire, des producteurs de discours, des gens qui écrivaient des livres, des poèmes, etc., de l'importance de la forêt, de l'importance de notre lien à la forêt. Mais quand on regarde, disons, à une certaine échelle ethnographique de certaines entreprises qui veulent juste que les livres balancent à la fin du mois, qui veulent juste rester compétitifs avec disons, face aux Chinois, bien, on se rend compte que l'imaginaire est totalement différent. Et ici, je vais vous faire un contraste qui m'a frappé. C'est-à-dire que d'un côté, comme je vous dis, objectivement, on peut voir cette entreprise-là comme étant imprégnée de tout un ensemble de valeurs qui étaient extrêmement positives. Donc, c'était une entreprise familiale, approvisionnée en bois localement. Son design comme tel était ancré dans une tradition locale. Soit dit en passant, on parle de questions d'exportation, etc., mais la culture particulière des cantons de l'Est est en fait une culture transnationale qui est partagée avec la Nouvelle-Angleterre, et les styles de meubles qu'on vendait là, en fait, avaient un marché beaucoup plus grand aux États-Unis parce que les Américains de la Nouvelle-Angleterre reconnaissaient là-dedans des styles qu'ils aimaient, qui sont aussi des styles valorisés dans les cantons de l'Est. Donc, quand on regarde une géographie culturelle, des fois, la frontière est un peu artificielle, et dans ce cas-ci, bien, ça aurait été une possibilité de commerce international assez intéressante. Un produit durable, je ne peux même pas vous dire à quel point c'est durable, tellement que toute ma famille, ces meubles-là ont fini au chemin après 30 ans. Là, il y avait pas c'est construit pour durer 200 ans. Les goûts ont changé, les gens s'en sont débarrassés, etc. Mais le produit lui-même c'était des tanks, là. Solidarité avec les employés. Les employés n'étaient pas syndiqués, mais d'avoir un patron qui était votre voisin, essentiellement, qui vivait dans la communauté elle-même, à côté de ses employés. Laissez-moi vous dire, c'est tout un mécanisme pour la redistribution et les avantages sociaux. Quand il y avait un employé de malade, bien, le patron et le voisin, bien, il ne peut pas rester, indifférent au fait que l'employé ou ses enfants ont des besoins particuliers, et le patron est amené à une solidarité immédiate, une implication dans le milieu. Curieusement, une entreprise qui avait la parité homme-femme dans les employés, c'est-à-dire que les hommes travaillaient dans la shop en arrière, les femmes travaillaient dans l'administration, il y avait tout un volet aussi, rembourrage, etc. Mais tout ça. Et un prix accessible, il y avait toujours cette notion de garder les prix. Là où je veux en venir, c'est pas pour vanter mon grand-père, parce que, en fait, toutes ces caractéristiques-là se tournent en critique dans la mesure où sa notion de l'entrepreneuriat, et je vous dirais que c'est pas juste un cas isolé, c'est probablement une tendance dans un certain imaginaire, était réduit essentiellement à produire une valeur monétaire. C'est-à-dire que pour lui, aujourd'hui, tout ça, ça serait des points de vente. Il y aurait un site web montrant, comment c'est équitable, etc. Mais ce que je veux amener, c'est que pour voir ces valeurs-là, qui sont pratiquées, je vous dirais, de manière non réflexive, ça allait juste de soi. C'était comme ça que ça se passait, mais les gestionnaires, les gens de l'entreprise n'avaient pas le recul, disons, pour constater toutes les valeurs qui étaient au cœur de leur entreprise. Pour eux, c'était juste quelque chose qui allait de soi, puis c'était même pas concevable de tenter de vendre leurs produits en mettant l'accent sur leurs valeurs. Ils tentaient de mettre l'accent sur une valeur mesurée avec un signe de piastre, et évidemment, à ce jeu-là, ils ne pouvaient absolument pas gagner parce que, il n'y avait pas l'échelle de production, il n'y avait pas le réseau de distribution, il n'y avait pas de mise en marché, il n'y avait pratiquement rien. Mais les valeurs étaient là. Donc, ce cloisonnement-là, il est problématique, et à mon avis, il demeure tout à fait problématique dans le secteur forestier, dans la mesure où, il y a des initiatives pour communiquer ce que les gens font, mais dans bien des cas, un anthropologue vous dirait, les gens sont plus occupés à faire qu'à dire qu'ils font. Ils sont plus occupés
faire rouler leur entreprise, etc., que de la mettre en récit, que de la raconter aux gens. Parce que faire ça demande une expertise, demande une conscience historique, demande une lecture de la société et de ses attentes, etc., qui ne vont pas de soi. Et l'entrepreneur, lui, il fait des meubles, ou il fait sa comptabilité, ou il veut s'arranger de rester solvable. Donc, la priorité à court terme est toujours située autour du revenu, alors que souvent, c'est de mettre en valeur les autres valeurs qui viendraient sauver l'entreprise, je vous dirais. Donc, essentiellement, ce qu'on observe depuis quelques années, peut-être 2 décennies au Québec, c'est un renversement, mais qui reste tout à fait incomplet. On entend plein de discours sur l'importance, justement, de communiquer les valeurs pour renforcer un secteur, etc. Mais il reste encore énormément de travail pour les documenter, pour les connaître et pour les mettre en récit, ces valeurs-là. Donc, essentiellement, ce à quoi on assiste, c'est un retournement difficile, lent, mais réel, justement, d'un contexte où, justement, la production façonne la culture, c'est-à-dire la culture, par exemple, des chantiers, la culture des besoins de conservation, de réserves à bois qui vont être imprégnés dans la culture, vers un monde, et ça correspond pas seulement au secteur forestier, ça correspond à l'ensemble, on pourrait dire, de l'économie du savoir et des économies contemporaines, c'est-à-dire un mode de production de valeur où c'est la culture elle-même qui devient une ressource importante pour façonner la production, pour choisir qu'est-ce qu'on va produire. Produire des marchandises anonymes qui vont simplement aller compétitionner contre les mêmes marchandises qui sont faites ailleurs, pour moins cher, ça pose problème. Et on peut dire qu'une grande partie du potentiel de croissance, et je vous dirais qu'ici, on est véritablement dans le monde des petites et moyennes entreprises. Elles sont peut-être le format idéal pour ce genre de conception-là de nouvelles formes de valeurs basées sur la culture. Donc, je vais juste passer rapidement sur, justement, ces secteurs de la culture qui contribuent à un dynamisme et qui alimentent la production de valeur économique. Il y a effectivement ici quelque chose à noter d'extrêmement important. C'est-à-dire que, encore là, dans une vision très pragmatique du développement économique, on va parler de recherche et développement. On cible un problème, on cible un produit, on veut l'optimiser, on veut maximiser le taux de profit sur ce produit-là, on s'attaque à des processus techniques, mais ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on néglige souvent, c'est qu'en amont de ce travail technique-là, il faut intéresser les gens à se pencher sur ces défis scientifiques qui font face à nous. Donc, avant même de parler de recherche et développement, en fait, ça prend des gens dans les laboratoires, ça prend des gens qui vont en génie. Mes collègues de la faculté de foresterie, génie, géomatique le disent constamment. Ils disent, une chance qu'on a qu'on attire encore des étudiants qui s'intéressent aux aspects sociaux, qui s'intéressent aux aspects écosystémiques de la foresterie, parce que des gens qui viennent chez nous précisément parce qu'ils ont un intérêt pour les questions opérationnelles, parce qu'ils veulent être en opération, je veux dire, ça tombe dramatiquement. Et encore là, ça peut être vu comme un problème technique, mais à la racine, c'est un problème culturel, c'est un problème de valoriser justement ce type de raisonnement, ce type de réflexion sur la société. Donc, vous voyez ici qu'on n'est pas dans une culture patrimoniale, on est dans une culture, on pourrait dire, productive, on est dans une culture qui contribue carrément au développement d'un secteur. Donc, la culture scientifique, évidemment, c'est bien beau d'avoir les meilleures technologies possibles pour construire des bâtiments en bois, mais si ces technologies-là ne sont pas appuyées par l'innovation architecturale qui va derrière, par la volonté créative, par des gens qui puisent dans le patrimoine, dans l'histoire, disons, culturelle, l'histoire du Québec pour
réinventer des nouvelles architectures, les rendre intéressantes, les rendre attrayantes, les rendre belles, aimables, désirables dans le paysage urbain, ben vos poutres vont rester entreposées et ne circuleront pas. Donc, ici, on voit une autre de ces avenues où, justement, la société, l'innovation culturelle, la créativité vient alimenter des processus industriels très concrets. Les goûts, hein, ici, je pense que c'est incontournable de faire un parallèle avec l'agriculture. L'agriculture, depuis quelques décennies, s'est rendu compte qu'elle avait un problème de croissance. Évidemment, elle avait un problème de compétitivité, elle avait un problème de marché. Et ce qu'ils ont fait, c'est véritablement de travailler sur les goûts des Québécois. Ils se sont mis à éduquer les Québécois à apprécier des nouveaux produits, à rechercher des produits à haute valeur ajoutée, à avoir plus de discernement, bon, entre, par exemple, le secteur des fromages est absolument emblématique de ça, je veux dire, bon, d'amener les gens à passer un petit peu plus de temps à penser à leur fromage. Bon, c'est dur de le dire comme ça, mais ça ouvre les marchés, ça ouvre des possibilités d'innovation, ça ouvre des possibilités de production. Donc, les goûts qui sont vus comme quelque chose de tout à fait esthétique et périphériques, sont en fait un des moteurs extrêmement importants du développement économique. Bon, encore là, où est-ce qu'on prend la provenance des produits? Ça peut être aussi, quand on parle de ces valeurs, ces dimensions de la culture, ça peut être aussi nos manières de se guérir. C'est une valeur qu'on peut trouver dans le territoire que d'y voir des lieux de guérison. Donc ici, on ne parle pas d'une valeur d'échange nécessairement, on parle d'une valeur d'usage. Et elle doit être... Bon, si vous retournez au document que j'ai cité au début du texte, vous allez voir que dans ce document-là, on tente d'amener ces notions que, en fait, oui, il y a des valeurs qui produisent des revenus monétaires, mais il y a aussi des valeurs qui sont simplement liées à l'utilité que la forêt et le territoire lui-même a pour les gens. Je vais juste peut-être conclure avec quelques constats qui émergent de cette espèce de regard posé sur un rapport entre des dimensions extrêmement immatérielles de notre rapport à la forêt, les goûts, l'imaginaire, l'esthétique, le design, etc. Et de l'autre côté, les revenus qui peuvent être tirés de cette forêt-là. Donc, en somme, l'innovation productrice de valeur s'alimente à tout. Donc, elle ne s'alimente pas uniquement à l'innovation technologique, même si elle est importante. Elle s'alimente à l'histoire. Elle va retourner ce que l'agriculture a fait, retourner trouver des produits qui étaient produits à un certain moment donné, qui ont été simplement abandonnés, mais qui ont encore une valeur extrêmement importante aujourd'hui. Elle s'alimente à la connaissance, justement, des valeurs présentes et même des contextes de crise qui peuvent être, justement, des moteurs de l'innovation, etc. La diversité des imaginaires, donc cette fameuse diversité dont je vous parlais au début de la présentation. Il y a une multiplicité d'acteurs sur le territoire qui ont une multiplicité de regards. Bien, tout ça, c'est une source de diversification dans les produits qu'on peut envisager, dans les usages qu'on peut voir de la forêt. Donc, cette diversité-là, des cultures forestières au pluriel, est une source de résilience parce que, vous savez, dans la diversification des produits réside une résistance aux grandes fluctuations du marché et pas uniquement un problème à gérer comme c'est souvent vu, disons, dans les institutions qu'on regarde. Et finalement, je pense que la trame qui traverse tout ça, qu'on parle de l'historiographie, qu'on parle de la mise en marché des produits, qu'on parle de l'innovation, bien, tout ça passe par des récits. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu des exemples, à travers l'éducation, à travers l'art, à travers la communication avec le public, à travers différentes campagnes. Tout ça a une caractéristique commune qui est de produire des récits. Et l'espèce d'héritage pragmatique, opérationnel du secteur forestier
souvent l'a mené à négliger ces récits-là, l'a mené à accorder moins d'importance aux histoires qu'il raconte, à la manière dont il se raconte à la société québécoise, alors que c'est effectivement une des clés majeures pour faire apprécier les produits, faire apprécier le travail et faire en sorte que la valeur continue d'être produite. Donc, je pense que je vais arrêter ici. Ça va être presque le temps de dîner.